Bonjour à tous, aujourd'hui je prends les commandes du Croque-Lecture avec Louis pour une émission tout à fait spéciale. En effet, nous avons le grand plaisir de recevoir une auteure que nous apprécions beaucoup, Manon Fargeton, auteure de la trilogie June, ainsi que des romans Le Suivant sur la liste ou encore Aussi libre qu'un rêve. Pour commencer, pouvez-vous vous présenter à nos croque-lecteurs ? Je m'appelle Manon Fargeton, je suis auteure, j'ai 28 ans. Presque, 28 ans dans quelques semaines. Je suis aussi régisseuse lumière au théâtre, c'est mon autre métier. Nous savons que vous avez commencé à écrire très jeune. Qu'est-ce qui vous a poussé à chercher un éditeur pour être publié ? J'avais une histoire et j'avais envie de la partager avec des gens. Et le meilleur moyen que je voyais, c'était de faire la même chose que ce que j'avais fait moi en tant que lectrice. C'est-à-dire en tant que lectrice, j'ai lu plein de romans et c'est comme ça que j'ai partagé les histoires qu'ont écrit des gens. Et moi, avec mon histoire, j'avais envie de la partager de la même manière, donc d'éditer pour que des gens puissent la lire, tout simplement. Comment s'est passée la publication aux éditions Mango pour votre premier roman et votre collaboration avec Denis Guyot, qui était le responsable de la collection Autre Monde ? En fait, j'ai commencé à travailler avec lui dès le départ quasiment, dès que j'ai commencé à écrire le roman. Je l'avais rencontré dans un salon du livre. En fait, il m'a donné des conseils au début, c'était pas dans une optique de publication, et puis au fur et à mesure, le projet tenait la route, donc il a décidé qu'il allait le publier dans sa collection. Ça s'est fait comme ça, de manière assez fluide, sur le plan professionnel en tout cas. Que ressent-on quand son premier roman est reconnu par les critiques ? N'avez-vous pas ressenti trop de pression pour la suite ? Je sais pas. J'ai pas l'impression d'avoir ressenti beaucoup de pression, mais en même temps, j'ai pas publié pendant des années derrière. Ce qui est sûr, c'est que j'avais besoin de me retrouver moi avec mon écriture pendant un temps, après avoir publié ce roman-là. Et puis je faisais mes études en même temps, donc j'avais aussi beaucoup de choses à écrire pour mes études, pour la fac, tout ça. Donc j'ai écrit pour moi pendant un bon moment. Et ça m'a fait du bien de retrouver ça, de réécrire pour moi et pas pour les autres pendant un moment, ça c'est vrai. Alors est-ce que c'était dû à une pression que je ressentais ? J'ai pas l'impression. Mais peut-être au fond, j'en sais rien. Votre premier roman, Aussi libre qu'un rêve, appartient au genre de la dystopie, très à la mode avec les séries comme Hunger Games ou Divergente. L'univers que vous aviez créé n'aurait-il pas mérité une série plus longue pour être développée ? Alors le mot dystopie est effectivement très à la mode. À l'époque où mon roman est sorti, on parlait pas de dystopie, on parlait juste de science-fiction ou d'anticipation, parce qu'au final c'est ça. Alors est-ce que ça aurait mérité une série plus longue ? J'en sais rien moi. Je sais pas si ça l'aurait mérité. Moi j'avais envie de raconter avec ce roman-là l'histoire d'une révolte. Et une fois que la révolte avait éclaté et qu'un autre ordre était en train de se remettre en place, ça m'intéressait plus. C'était pas ça que je voulais explorer. Ce que je voulais explorer dans ce roman, c'était la montée de la révolte, l'organisation de la révolte et l'explosion de celle-ci. Du coup, j'ai raconté ce que je voulais raconter et j'ai pas raconté au-delà. Mais j'aime bien aussi laisser les lecteurs imaginer la suite dans tous mes romans. Nous avons appris que vous travaillez dans un théâtre comme régisseur lumière. Comment arrivez-vous à dégager du temps pour l'écriture ? Alors, je travaille pas dans un théâtre, je travaille dans plusieurs théâtres. Je suis intermittente du spectacle, donc j'ai plusieurs employeurs. Et puis je travaille aussi avec des compagnies de théâtre en création sur des spectacles. Où on crée un spectacle de A à Z et moi je me charge de la partie lumière, en discutant avec la metteuse en scène ou le metteur en scène, évidemment. Alors comment j'arrive à dégager du temps ? Du coup, c'est pas des horaires de bureau déjà. C'est pas de 9h à 18h, je vais au travail et après je rentre chez moi et je fais autre chose. Ça marche pas comme ça. Souvent je travaille des fois que le matin ou que l'après-midi ou que le soir. Et du coup, par exemple, si je travaille que le soir, je vais avoir ma journée pour écrire. Donc je m'organise comme ça, mes plannings c'est jamais les mêmes. Ils se ressemblent pas d'un mois sur l'autre. En plus, avec les romans, y a les salons qui s'intercalent, il y a les rencontres scolaires, il y a tout ça. Donc ça s'organise au fur et à mesure, tout ça. Et puis il y a des mois où j'ai plus de temps pour écrire, il y a des mois où j'ai moins de temps pour écrire.
et je m'adapte. Mais ce qui est sûr, c'est que quand je suis pas au théâtre, je suis quasiment tout le temps en train d'écrire. Quand je suis pas en train d'écrire, c'est parce que je suis au théâtre. C'est les week-ends, je sais plus ce que ça veut dire depuis un bon moment. Les vacances, ça peut être des vacances de théâtre, mais il y a toujours de l'écriture. Donc bon, ça m'arrive de temps en temps de prendre un jour complètement off quand vraiment j'en peux plus, mais pas souvent. Votre trilogie de June a tout d'abord été publiée chez Mango pour les 2 premiers tomes, puis changement d'éditeur. Que s'est-il passé ? Comment s'est faite la rencontre avec les éditions Rajo ? Alors, c'est 2 questions assez différentes parce que, alors, pour ce qui est de mon histoire, de l'histoire de June, avec Mango puis avec Rajo, en fait, ce qui s'est passé tout simplement, c'est que le premier tome a plutôt bien marché, c'est plutôt bien vendu, et puis le deuxième moins. Et comme c'était une trilogie où, pour lire le 3e, il fallait avoir lu le premier et le deuxième, ils savaient, les éditeurs, que ceux qui allaient acheter le 3e étaient forcément ceux qui avaient acheté le 2e. Et il n'y en avait pas assez pour que pour eux ce soit rentable, financièrement. Ils étaient sûrs de perdre de l'argent. Donc ils ont dit, on ne peut pas le faire. Du coup, ils m'ont rendu mes droits sur le roman, parce que quand on signe un contrat, on donne les droits à l'éditeur. Là, ils m'ont rendu mes droits pour que je puisse le faire ailleurs. Entre-temps, j'avais déjà commencé à travailler avec Rajo. En fait, moi j'ai rencontré Agnès Guérin, qui est éditrice chez Rajo, qui est l'une des éditrices, parce qu'ils sont plusieurs. Et on s'est rencontrés à une journée autour de la littérature jeunesse, où il y avait des auteurs, des éditeurs, plein de gens comme ça autour des blogueurs aussi, des documentalistes, des libraires, voilà, plein de gens. Et on s'est rencontrés ce jour-là. Moi, je connaissais les éditions Rajo parce que je connaissais la collection Cascade. J'ai grandi avec cette collection, j'ai lu des dizaines de fois, j'ai plein de certains romans, j'en ai encore plein chez moi à Saint-Malo. Donc voilà, c'était une maison d'édition que je connaissais, et puis le courant est passé entre moi et Agnès, on a pas mal discuté. La collection Rajo Thriller, les premiers romans de la collection Rajo Thriller venaient de paraître. Et on en a discuté un peu avec Agnès. Au départ, j'avais pas trop de projets de thriller, et puis au bout de 2 jours de discussion, je me suis dit quand même, j'ai vraiment envie de travailler avec eux. J'ai réfléchi, et puis j'ai eu une idée de thriller, truc qui traînait dans ma tête depuis un moment, où je me suis dit, cette histoire-là, ça peut être un thriller. Et du coup, on a commencé à travailler ensemble sur le thriller. Je leur ai proposé le projet. Caroline, qui est l'éditrice, une autre éditrice chez Rajo aussi, qui dirige les éditions Rajo, a accepté le projet. Et on est parti sur ce projet-là. Et ça, c'était avant que Mango me dise on peut pas faire le 3e tome de June. Et déjà à ce moment-là, les éditions Rajo étaient intéressées pour reprendre June en poche. Donc ce qui s'est passé tout simplement, c'est que je leur ai dit je récupère mes droits chez Mango, on ne fait pas le 3e tome là-bas, est-ce que ça vous intéresse toujours ? Et ils m'ont répondu, ça nous intéresse de faire June en poche chez Rajo, par contre on retravaille complètement les 2 premiers tomes. Et du coup le texte édité chez Mango est différent du texte édité chez Rajo, parce qu'on a complètement retravaillé, reconstruit, enlevé des choses, rajouté des choses dans les 2 premiers tomes. Mais évidemment, j'ai aussi fait en sorte que, pour ceux qui avaient lu le 1er et le 2e tome chez Mango, on puisse lire le 3e tome sans être perdu, directement chez Rajo, sans avoir besoin de relire les 2 premiers chez Rajo. Même quand vous écrivez un roman policier comme le suivant sur la liste, vous ajoutez une touche de science-fiction. L'imaginaire est-il indispensable dans votre écriture ? Alors, indispensable, je dirais pas ça. J'ai des projets, alors ils sont pas encore écrits, mais loin d'être sortis donc. Mais j'ai des projets aussi en plus en littérature générale, c'est-à-dire sans genre particulier. Mais c'est vrai que j'aime bien ça. J'aime bien les littératures de genre. En fait, quand je mets un genre, quand je me dis je vais écrire un thriller, je vais écrire de la science-fiction, je vais écrire de la fantasy, il y a un côté défi. Quand j'ai proposé ce projet de thriller à Agnès et Caroline, j'avais jamais écrit de thriller. Je me suis dit ok, c'est ça qu'ils ont envie de faire en ce moment, c'est ça qu'ils ont envie de développer, c'est les thrillers, donc si j'ai envie de bosser avec eux, ça risque de passer par un thriller, c'est plus facile si je leur propose un thriller.
je vais trouver un projet de thriller. Et j'aime bien les littératures de l'imaginaire parce que ça décale, en fait. Dans le sens où ça ne peut pas être moi et ma vie. Parce que ça se passe dans 100 ans dans telle société, ou parce que ça se passe parce que c'est des hybrides, donc ça peut pas être moi, je suis pas hybride. Ou alors, enfin voilà, ça permet de décaler les choses, et évidemment que je mets beaucoup de moi dans mes histoires, mais c'est pas autobiographique, c'est autre chose. Oui, il y a de moi, mais au final, même les gens qui me connaissent très bien ne savent pas complètement déceler ce que j'ai mis et que j'ai vécu, et ce que j'ai mis et que je n'ai pas vécu. Parce que tout est emmêlé, tout est décalé, tout est... Voilà, on peut pas savoir. Il n'y a que moi qui sais au final. Alors ceux qui me connaissent très bien savent certaines choses, mais même ma mère c'est pas tout, même mon copain c'est pas tout. Voilà. Et j'aime ça. J'aurais pas envie de raconter ma vie, ça m'intéresse pas de raconter ma vie. Et du coup, les littératures de genre... à la fois permettre ce décalage-là, et puis en plus offre des possibilités à l'imaginaire, des possibilités d'imagination super vastes. On peut créer des mondes entiers, on peut imaginer plein de futurs possibles. Donc ouais, c'est des genres qui me sont chers, et j'aime bien ça, à la fois pour le côté des filles, à la fois parce que ça permet un éventail de possibles gigantesques, et puis à la fois parce que au moins je suis sûre que c'est pas ma vie et que c'est pas moi. Après La Nuit des Fugitifs, peut-on encore espérer avoir une suite, ou la série est-elle achevée définitivement? Alors pour moi la série est terminée, et étant donné que je suis pas en train d'écrire une suite, même si j'avais une idée de suite, ça serait compliqué de la publier parce qu'on ne publie pas une suite des années après. C'est plus compliqué en tout cas. Donc a priori il n'y aura pas de suite. Vous êtes très présente sur les réseaux sociaux, notamment sur Facebook. Est-ce maintenant une évidence pour un auteur ? Alors je sais pas si c'est une évidence pour tous les auteurs, d'ailleurs je sais que ce n'est pas une évidence pour certains. Après, je sais pas si c'est une question générationnelle non plus, mais pour moi, oui, c'est une évidence d'être présente sur les réseaux sociaux. En fait, ce qui est chouette sur les réseaux sociaux, quand on est auteur, on est tout seul derrière son ordinateur. La plupart du temps, quand on écrit en tout cas. Et ponctuellement, ponctuellement, on fait des rencontres, par exemple des rencontres scolaires, ou en salon, des lecteurs qui viennent. Et le fait qu'ils viennent ensuite, après ces rencontres, sur la page, ça permet de pérenniser d'une certaine manière la relation. Et puis, s'ils ont aimé le bouquin, ils vont voir ce qui sort, ça va leur donner envie peut-être d'acheter le suivant. Et ça, c'est important. À ma petite échelle, c'est ce que je peux faire pour mes livres. Et puis ça permet aussi à des lecteurs que je n'ai jamais rencontrés de venir, de discuter s'ils ont envie de discuter, de me poser des questions s'ils ont envie de me poser des questions, ou juste de regarder ce qui se passe, de regarder ce que je poste, de commenter s'ils veulent. Ça permet un échange qui est possible nulle part ailleurs en fait. Et après, ce qui est rigolo, c'est que souvent ceux qui sont arrivés sur la page comme ça, que je n'ai jamais rencontré, parce qu'ils voient que je passe en salon à tel endroit, ils vont venir me voir et puis on va discuter en vrai. Et ça, ça crée un échange qui est super précieux, je trouve. Après, il faut aussi pas être bouffé par ça, pas se laisser bouffer par ça, parce que on a un temps qui est limité, que je fais 2 métiers déjà, et que animer une page Facebook, animer un compte Twitter, ça prend du temps. Et puis il y a des gens dont c'est le métier aussi, c'est réellement quelque chose qui s'apprend. Et c'est pas mon métier. Donc moi, ça me sert à avoir un dialogue direct avec mes lecteurs que je ne pourrais pas avoir autrement. À part les quelques-uns qui viennent me voir en salon, mais au final, ça reste une minorité de mes lecteurs que je rencontre. Donc ça me sert à ça, et c'est assez génial, quoi. Avez-vous d'autres projets pour 2015? Si oui, pouvez-vous nous en parler? Pour 2015, il y a un roman qui va sortir en septembre, qui s'appelle « Le livre de toutes les réponses sauf une ». Ça sortira chez Rajo en septembre, un roman jeunesse. Par contre, je peux pas encore trop en parler, surtout devant une caméra, parce que au niveau de l'éditeur, je peux pas encore trop en divulguer. Voilà. Merci à Manon Fargeton pour cette interview particulièrement intéressante.
C'est toujours un grand plaisir de recevoir un auteur sur le plateau de Croque Lecture pour découvrir leur univers. La semaine prochaine, nous replaçons la main au titulaire habituel du poste de présentateur, Alicia, pour de nouvelles chroniques. Bye!